Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Yara El Ghadban. Il s'agit d'une écrivaine qui habite à Montréal présentement, qui est d'origine palestinienne. Je dis qu'elle habite présentement à Montréal parce que quand on lit son œuvre, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a énormément voyagé. Elle a été dans les camps de réfugiés en Cisjordanie. Elle a été à l'école dans les Émirats arabes. Elle a également habité à Londres. Elle a habité au Québec. Donc, elle s'est promenée énormément. Le premier roman qu'elle va publier, L'ombre de l'olivier, euh, va présenter les premières années de sa vie, alors qu'elle va à l'école, qu'elle apprend la musique. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient souvent dans son œuvre, son amour de la musique. Un autre élément qu'on voit souvent dans son écriture et qu'on sent surtout dans son style, c'est l'accent qui est mis sur la sensualité. Il y a une espèce d'expérience sensorielle de l'être humain qui est essentielle chez elle. D'ailleurs, son deuxième roman, euh, Le parfum de Nour, d'ailleurs, je suis assez chanceux pour en avoir une copie dédicacée, c'est vraiment un livre où l'expérience de l'odeur est au centre même du récit, de l'histoire. Euh, le personnage principal va même lire Le parfum de Souskin, mais ce qui va être offert dans le livre est beaucoup plus émotif, ébranlant que Souskin. Je vous donne, euh, je vous donne un exemple. Le personnage sort de la baignoire et va ouvrir la porte parce qu'il y a un repas qui est en train d'être préparé. Sous l'eau, je perds la notion du temps. N'étaient les odeurs qui se sont mêlées à la vapeur, je ne serais pas sorti avant 1 heure. Marmad a sans doute laissé s'évaporer la sauce à l'orange. Je repousse la porte de la salle de bain. Un nuage parfumé saille du corridor, se colle à ma peau, m'embuant les yeux d'agrumes piquants, d'herbes feutrées, de la fragrance caramélisée de l'ail rôti. Je suis les effluves jusqu'au salon. Cham et son oncle sont absorbés par une bande dessinée. Sur le sofa d'à côté, sa mère manipule la télécommande. Donc des passages comme ça, il y en a tout plein dans ce livre, mais dans son œuvre en entier. Euh, Ce que j'ai aimé, par exemple, dans L'ombre de l'olivier, c'est que pour quelqu'un qui connaît mal le monde arabe, particulièrement la Palestine, on peut avoir des références, des pistes où aller voir. Il y a un passage, entre autres, je me suis dit, il faut que je revienne, il faut que je prenne des notes. Euh, et on voit que la poésie, la culture, le chant, l'art, la musique, tout ça traverse la vie en même temps que la cuisine, les odeurs, les expériences tactiles. Vous allez voir. En cuisinant, maman chante. La radiocassette remplit la maison de musique à longueur de journée. Elle fredonne avec ses amis chanteurs. Férouz, Kalthoum, Abdel Halim, Marcel Khalife, la poésie de Mahmoud Darwish et de Nizar Kabani, un grand orchestre résonnant derrière eux ou bien accompagné simplement du luth. C'est pourquoi je me souviens de la couleur miellée des yeux de Rita, la fille juive dont Darwish est amoureux en Palestine, et du destin que la voyante de Kabani lit dans le café d'Abdel Halim lorsqu'il lui demande le nom de celle qui volera son cœur.
Donc, évidemment, de la poésie à découvrir, de la musique à découvrir. Mais c'est ça, c'est que cette vie-là existe pendant qu'on cuisine. Cette vie-là existe pendant qu'on vit. Et c'est ce qui est au centre, je pense, de son écriture, le souhait de vivre. Son dernier roman, La danse des flamants roses. Euh, c'est un livre vraiment curieux, mais très bien fait, où on est presque dans... Ben, on n'est pas presque, on est vraiment dans la science-fiction, où il y a une maladie transmise par le sel qui commence à arriver en Palestine. Et là, on va isoler une partie de la population et les gens vont se mettre à mourir. Mais des flamants roses vont arriver et modifier quelque chose dans le sel qui va faire que les gens vont être résistants à la maladie et il va y avoir des nouveaux nés qui sont à la fois hommes mais qui ont quelque chose des flamants roses. Et il y a un passage où on dit on va passer de l'humain au vivant. Il y a une autre catégorie au-delà de l'humain et c'est la catégorie du vivant. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Ça montre aussi sa sensibilité pour la vie organique généralisée. Tu sais, c'est pas le propre de nous, humains. C'est vrai chez les animaux, c'est vrai chez les plantes. Et c'est une conscience aiguë de ce mouvement de la vie qui va se répandre partout dans le livre, mais dans son écriture aussi. Avant de publier La danse des flamants roses, après Le parfum de Nour, il y a le livre Je suis Ariel Sharon. Euh, je dois avouer que c'est le livre avec lequel j'ai eu de la difficulté parce que elle s'attarde à l'ancien dictateur israélien. Parle, elle prend comme prétexte son coma pour parler de sa vie, de son engagement. Et c'est peut-être le livre dans lequel on voit transparaître le plus ces valeurs politiques qui sont essentiellement humanistes. Donc, elle cherche à comprendre comment quelqu'un peut en arriver à devenir cette personne. Et dans plusieurs de ses livres, il y a toujours un souhait de réconciliation entre les Israéliens et les Palestiniens. On n'est jamais dans une poésie militaire ou militante. Elle appelle jamais à la guerre. C'est toujours la réconciliation qu'elle cherche. Et dans ce cas-là, j'ai trouvé ça confrontant parce que je trouve que tendre la main de cette façon-là à quelqu'un qui est si ouvertement ennemi, ça m'a toujours paru comme quelque chose de dangereux. Mais ça, je pense que c'est une différence de perspective que j'ai avec l'autrice. Ça, c'est pour ce qui est de ses romans. Elle a fait des essais aussi. Euh, Les racistes n'ont jamais vu la mer, qui est coécrit avec Rodney Saint-Éloi. Il y a un passage là-dedans. Moi, je donnerais ce livre à lire dans les cours secondaires, cégep au Québec, partout. Ne serait-ce que pour comprendre l'expérience. T'sais, elle arrive avec son père, sa famille, au comptoir de l'immigration et son père a un papier disant, j'ai la résidence permanente, donc je suis bienvenu ici. Et là, la personne de l'immigration rentre les données et elle dit, vous êtes né quand? Elle dit, je suis né en 1946. Fait qu'il rentre les informations, d'accord? Euh, vous êtes né où? Et là, le père dit, je suis né en Palestine. Alors là, l'agente de l'immigration cherche. Il n'y a pas moyen, l'ordinateur ne fournit pas la possibilité d'écrire Palestine. C'est un menu déroulant, il n'y a rien. Alors elle dit, ah bon, ben je vais mettre Israël. Puis là, le père dit, non, Israël a été fondé en 48. Moi, je suis né en 46. Fait qu'il n'y avait pas Israël. L'agent de l'immigration essaye de mettre Israël et l'ordinateur refuse. Ça ne fonctionne pas.
c'est le père qui a raison, les dates coïncident pas. Alors là, l'agente de l'immigration sait pas quoi faire, elle peut pas mettre Palestine, elle peut pas mettre Israël. Elle finit par mettre stateless, donc sans État, apatride. Et c'est quelque chose qui est imposé par la bureaucratie canadienne. Et ça, Yara le dit dans son texte, mais je le crois aussi, c'est un exemple typique de qu'est-ce que c'est que le racisme systémique. C'est pas le racisme de la personne qui fait le travail d'agent d'immigration. Elle essaie de bien faire son travail. Mais le système ne permet pas d'inscrire le pays où tu es né. Ça, c'est du racisme. Alors, c'est une œuvre actuelle qui est nécessaire, je pense, au Québec. Plus récemment, elle a fait un travail d'édition avec Gaza écrit Gaza, qui est un hommage à un professeur palestinien. Je vais juste chercher son nom parce que je ne le sais pas par cœur. C'est Monsieur Rifat Al-Hariri. Et ce professeur, dont le mot d'ordre était discipline et créativité, je trouve que c'est un beau mot d'ordre. Il y a quelque chose là de fort. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi appliquer à l'œuvre de Yara El Gadban, qui est une très belle œuvre.